Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un petit test du dernier MacBook Pro M1, donc la génération fin 2021, début 2022. Donc notamment, j'ai pu acheter donc le M1 Pro dans sa version 14 pouces, qui je pense est le format qu'attendait un petit peu tout le monde et le format le plus classique qu'on va retrouver. L'objectif de cette vidéo, ça va être de le comparer d'une part donc à son prédécesseur, on va dire, l'ancien MacBook Pro fin 2013, donc pas vraiment son prédécesseur, mais ça y ressemble. Ici, on retrouve le M1 Pro. On va aussi le comparer à un Lenovo X1 Carbone de 2021. Et enfin, un un peu plus classique qui est le Huawei MateBook D14 de 2020. Donc l'objectif va être un petit peu de présenter en termes de matériel, de qualité, de poids, etc. Qu'est-ce que ça donne. Et enfin, on fera une petite passe rapidement sur les performances des appareils. Allez, premier combat, M1 Pro versus MacBook Pro Retina de 2013. Donc, comme vous vous en doutez, on retrouve ici le M1 Pro, encore une fois 14 pouces, et ici, donc ce MacBook Pro Retina de fin 2013. On va pas passer sur les performances, évidemment, elles vont être meilleures sur ce M1 Pro. On va essayer juste de comprendre un petit peu en termes de taille, de poids, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, capot fermé, comme vous le constatez en les mettant bien à côté, on va finalement retrouver une taille quasiment identique. Je parle de la largeur cette fois-ci, alors que cette version est un 13 pouces, là on est sur un 14 pouces. Comme vous allez le remarquer tout au long du test, Mac a pris un peu le pari de rendre son écran 14 pouces un petit peu moins 16 neuvième et un peu plus 4 tiers, ce qui moi me convient très bien, c'est un format que j'adore. En hauteur, si on les met encore une fois côte à côte, on est quasiment sur quelque chose d'identique. Hop là. On va juste gagner, allez quoi, 5 mm de plus sur le M1 Pro, mais honnêtement, c'est une belle performance, parce que pour une taille d'écran supérieure comparée à l'ancienne version, on est sur un format, on va dire, quasiment identique. En termes de hauteur, si on les met vraiment côte à côte, là par contre, et ça on va le voir vraiment par rapport aux autres ordinateurs aussi plus récents, ce M1 Pro est plus massif. Alors ce n'est pas vraiment super dérangeant, parce que on s'y attendait, j'avais vu vraiment le poids qui est un peu plus conséquent que les prédécesseurs, que d'autres concurrents, et je savais que la hauteur aussi était un peu plus massive. En termes de qualité globale, pour moi, j'aurais du mal à vraiment dire est-ce que oui ou non on a une différence. Les deux ordinateurs sont très très bons, hein. Là, MacBook Pro, que ce soit l'ancienne génération, nouvelle version, est l'un des rares ordinateurs qu'on peut ouvrir sans tenir on va dire le socle, mais juste en soulevant le capot. C'était aussi le cas sur cette version 2013. Alors, les Vérins ont forcément un peu plus cher, mais c'était aussi un peu le cas ici. Donc, ça sur ça, voilà, je serais incapable de vraiment exprimer est-ce que oui ou non ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Honnêtement, non, mais parce qu'ils avaient déjà du très bon matériel précédemment. Si on met les deux ordinateurs côte à côte, une fois démarré, hop là, excusez-moi pour la caméra, ce que je la tiens tout en manipulant. Alors, au niveau des claviers, c'est là qu'on va voir la première grosse différence, à savoir que le M1 Pro, que ce soit le 14 pouces ou tous les autres modèles, Mac a fait un petit peu l'impasse sur précédemment, pardon, d'avoir ces touches qui sortaient vraiment du clavier, donc d'avoir des touches noires et comme vous voyez ici le fond gris. Et donc là on est sur un fond totalement noir. Alors en termes de goût, honnêtement, moi je n'achète pas un ordinateur pour ce genre de choses. C'est honnêtement, encore une fois, le Mac, enfin tout le monde le sait, je pense que le MacBook Pro, comme l'ancienne génération, comme la nouvelle, sont des ordinateurs très réussis. Aucun souci de ce côté-là. Au niveau du trackpad, on va gagner vraiment du volume. Ça, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu déçu sur la version 13 pouces Retina, que j'utilisais pas forcément au quotidien, mais voilà, si on met par rapport à mon doigt, on était sur ça comme hauteur, alors qu'ici, on va gagner un bon centimètre, et je parle même pas de la largeur. Donc, je comprends pas pourquoi il avait pas fait plus gros ici, alors qu'on avait tout un tas d'espace. Là, par contre, on est sur quelque chose qui prend quasiment toute la hauteur, un peu plus large, sans être non plus déconcertantement, enfin, trop massif. Le clavier, on va retrouver absolument les mêmes touches. C'est vrai qu'ici, les touches vont être beaucoup plus petites. Je prends notamment les touches F1, etc. Alors qu'ici, voilà, on est sur des vraies touches carrées. Quasiment toutes les touches ont un format carré, ce qui n'était pas le cas précédemment, où les touches de fonctionnalité avancée, échappe, etc. étaient sur des formats plus rectangulaires. Donc ça, je m'y retrouve bien. Donc évidemment, ça, je pense que vous le savez si vous êtes ici, ils ont enlevé cette fameuse touch bar qui était sur des générations 2016, 2017, 2018. Tant mieux. Honnêtement, moi, j'en vois pas du tout l'intérêt. Le ressenti des touches, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, sont très très bons. Là, honnêtement, le clavier, pour moi, il est très bon. Je serais incapable de dire est-ce qu'il est exceptionnel. Il est très très bon. C'était aussi le cas, honnêtement, précédemment. La petite nouveauté ici, ça va être ce lecteur d'empreintes digitales. Donc, j'en profite pour faire un petit tour déjà du propriétaire de ce nouveau M1 Pro. Donc, ça va être en effet cette nouvelle touche qui sert de bouton Power et d'empreinte digitale. Alors, petit problème, moi, qui vient de l'univers Windows, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure.
c'est que cette touche d'empreinte digitale ne sert pas pour tout. Très souvent, vous allez devoir rentrer votre mot de passe et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais j'en parlerai un tout petit peu ensuite. Au niveau des écrans, c'est là par contre qu'on va vraiment être hors concours, dans le sens où ce Hama Pro, l'écran remplit beaucoup plus les bords. Donc on a beaucoup moins de bords visibles sur les côtés, voire même sur le dessus. On va se retrouver avec quoi? Peut-être 5 mm en haut et en bas. Là où cette version 13 pouces Retina, là c'était en effet des bandeaux noirs terribles et qui s'abîment en plus avec le temps. Donc ça, voilà, match forcément gagné, ça y avait clairement pas match, on va dire. Mais en tout cas, au niveau des écrans, on arrive à retrouver quelque chose de beaucoup plus grand tout en gardant le même volume. C'est ce qui m'intéressait. Donc point évidemment M1 Pro et on passe au reste. Donc, deuxième concours, on va cette fois-ci voir le résultat face à un ordinateur complètement différent, donc un ordinateur sous Windows qui est le ThinkPad de Lenovo X1 Carbon. Alors ce n'est pas mon ordinateur, c'est un ordinateur qui m'a été prêté. Concrètement, cet ordinateur est une machine de guerre à un peu plus de 3000 € avec 32 Go de RAM, un i7 11e génération, etc. Donc, et notamment un cadre tout en carbone. Ce qui, en termes de poids, ça je ne pourrais pas vous faire ressentir, par contre, est absolument incroyable au vu de la performance de la machine et au vu de la solidité que Lenovo annonce. Au niveau du format, on est encore une fois sur des formats en termes de dimension pure, largeur, hauteur, quasiment identiques. Donc c'est aussi un 14 pouces évidemment. Donc hauteur identique. Hop, si on les situe cette fois-ci en largeur, on est sur quelque chose d'absolument aussi là identique. Donc on est vraiment sur absolument les mêmes formats. Et sur la hauteur, on va là aussi retrouver quelque chose de quasiment à ISO. Donc ça, désolé pour l'autofocus qui ne veut pas se faire. Voilà. Encore une fois, le MacBook Pro M1, enfin le Mac M1 Pro, va être toujours un peu plus haut que les autres ordinateurs. Encore une fois, on le savait, donc ce n'est pas une énorme surprise ni un énorme point faible. En termes de poids, par contre, là, sur cet ordinateur-là, on se situe aux alentours de 1 kg, là où nous sommes sur 1,6 kg pour ce MacBook Pro. Et honnêtement, en le tenant, on le ressent. C'est comme si vous aviez un ordinateur portable plus un poids de 500 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très étonnant de la part d'Apple d'avoir fait ce choix de partir sur quelque chose de très massif, très lourd. Encore une fois, en l'achetant, je pense que tout le monde a regardé les dimensions, le poids, etc. Donc on s'y attendait. Par contre, c'est vrai que là, sur la faculté nomade offerte par ce Lenovo X1, honnêtement, l'ordinateur, le M1 Pro, ne peut pas rivaliser. Là, on est sur quelque chose de tellement léger, sur un matériau tellement différent, que forcément, on est sur une utilisation beaucoup plus nomade professionnelle. Donc encore une fois, cet ordinateur pour moi est un ordinateur de développement finalement qui va rester sur la table, là où cet ordinateur Lenovo est un ordinateur professionnel nomade qui va vraiment résister à tout. Parce qu'en termes de ressenti, j'aime beaucoup moi ce M1 Pro, hein. Enfin, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le sait, pardon. Tout le monde est d'accord avec moi, ce sont des machines très qualitatives. Maintenant, quand moi je le touche, en tout cas, comparé à celui-là ou à l'autre ordinateur que je vais mettre par la suite, ce matériau, pour moi, a l'air tellement dur que pour moi, il est forcément cassant. C'est-à-dire que on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un matériau qui va pouvoir un petit peu se détendre, un petit peu encaisser les chocs, etc. On est sur un matériau qui va vraiment casser, au moindre choc, alors que là, sur du carbone, pardon, notamment, ou même sur des plastiques vraiment beaucoup plus très haut de gamme, mais quand même sur des plastiques, on va pouvoir encaisser un petit peu de choc. Moi, ce M1 Pro me fait très peur et je le ressens, parce qu'encore une fois, c'est mon premier dans ce châssis-là et dans cette dimension et ce gamme de prix-là. Donc, honnêtement, au ressenti, je sens presque avoir peur de le casser, parce que s'il tombe, je sens qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Alors que ce Lenovo notamment, ou d'autres ordinateurs, encore une fois, plastiques, je sais et je sens aussi, là encore une fois, au toucher, qu'on est sur quelque chose d'un peu plus malléable, qui peut un peu plus encaisser. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va casser directement. Au niveau ensuite de ce ThinkPad, donc là aussi, malgré tout, on a fait vraiment des progrès sur Windows, parce que comme vous l'avez pu le voir, on peut l'ouvrir uniquement en levant l'écran. Donc pas besoin de tenir le socle. Donc ça, voilà, sur des ordinateurs haut de gamme, on est quand même aussi capable de le faire. MacBook n'a pas le monopole. Petit point faible, hein, mais voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver en dehors des Mac, au niveau du touchpad, donc il va être beaucoup plus petit. Donc on ne remplit pas du tout la hauteur, on remplit beaucoup moins la largeur, et on a mis, alors ça c'est le Lenovo, mais ça c'est leur choix eux, ils ont mis donc ces deux boutons qui à mon sens ne sont pas très utiles, dans le principe où on doit pouvoir cliquer sur le touchpad. Donc on retrouve ici la boule de Lenovo très classique, donc qu'ils ont gardé. Moi c'est quelque chose que j'utilisais il y a une dizaine d'années, ça me fait toujours halluciner qu'ils l'aient gardé. Au niveau de l'écran lui-même de ce Lenovo,
pour comparer, les bords sur le côté vont être plus larges. Donc on a beaucoup plus de bords noirs sur les côtés et surtout sur le dessus, et ça, ça sera la dernière vidéo pour vous bien l'expliquer, on va retrouver beaucoup plus de bords noirs parce que, en effet, le dernier MacBook a décidé de faire cette webcam sous forme d'encoche et du coup libère toute la place qui se situe sur les côtés de l'encoche. On aime ou on n'aime pas, je vais le présenter un petit peu après, mais en tout cas, ça permet vraiment, de gagner forcément en taille d'écran. Donc voilà. Donc, encore une fois, bon point pour la main pro. Sur le poids, vous savez à quoi vous attendre. Vous ne pourrez pas faire mieux honnêtement que ce Lenovo là. Voilà, et enfin, dernier test, donc cette fois-ci contre un ordinateur beaucoup plus accessible. Donc il s'agit du Huawei MateBook D14 de 2020 qui à l'époque coûtait un peu plus de 1000 euros. Donc il est quand même une bonne machine, hein, i7, 16 Go de RAM, SSD, etc. Donc absolument rien à dire là-dessus, qui est aussi en format 14 pouces. Mais déjà, voilà, premier point qu'on va voir, même contrairement au Lenovo, c'est qu'on va être cette fois-ci sur un 14 pouces beaucoup plus 16 neuvième. Donc forcément, le M1 Pro va être beaucoup moins large parce que son écran est un peu plus 4 tiers, même si on est sur la même superficie de dalle. Donc là, voilà, gros point fort pour le M1 Pro qui a retrouvé un format beaucoup plus 4 tiers et qui du coup permet de récupérer quelques centimètres, hein, parce qu'on a quand même un peu plus d'un centimètre de largeur, donc nous permet de récupérer cette largeur, qui honnêtement n'était pas forcément utile, parce qu'à part pour regarder des films, soyons très clairs que le 16 neuvième n'est pas forcément le format le plus adapté. D'ailleurs, ça me fera toujours rire qu'ils aient mis des années à s'en rendre compte pour revenir sur des formats un peu plus 4 tiers. En termes de hauteur, là aussi, le Hama Pro, je rejustifie un petit peu son format 4 tiers et va être un tout petit peu plus haut que cet ancien modèle Huawei. Donc là, encore une fois, c'est pas dramatique parce qu'on a gagné en largeur, ce qu'on forcément on va perdre à un moment donné en hauteur. Sur la profondeur, on va être quasiment à ISO. On va être quasiment à ISO dans le principe où ce Huawei était quand même plutôt profond haut. Alors je sais pas vraiment le terme, mais vous me comprenez. Et là, on est sur quelque chose de quasiment à ISO. Donc ce Huawei était en plastique très dur, de très bonne qualité, ce que je disais un petit peu précédemment. Par contre, voilà, premier point faible, ce n'est pas un ordinateur que vous ouvrirez avec un seul doigt, un ordinateur que vous ouvrirez avec plusieurs doigts, parce que voilà, le socle n'est pas assez solide, on n'était pas vraiment là sur une gamme de prix qui permettait d'avoir ce genre de qualité. Donc voilà, comme je disais, Huawei, je pense, très clairement, avait complètement récupéré l'idée des MacBooks de l'époque en proposant un socle, tout gris avec un touchpad assez imposant et un clavier noir. Donc on était vraiment sur les anciennes générations d'Apple. C'est très clairement copié. Pour ma part, vraiment, le clavier, cet ordinateur m'a servi pas mal d'années. Le clavier, le ressenti global de qualité était très très bon. Chose qui me plaisait presque, même si on était là vraiment sur des plastiques, hein. Encore une fois, là on est sur des cadres alu beaucoup plus qualitatifs. Là on était sur des plastiques, mais comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que ce ressenti, si vous voulez, de plastique qui encaisse un peu mieux par rapport à peut-être un cadre alu qui peut vraiment casser. Alors je dis ça, mais peut-être que je pense que c'est beaucoup plus résistant ça que ça, mais voilà, je préfère un ordinateur qui va pouvoir se déformer un tout petit peu si jamais il y a un choc, si jamais, je sais pas, il y a quelque chose en termes de chaleur ou autre, plutôt qu'un cadre qui va vraiment juste casser comme du verre. Et finalement, on va vraiment être incapable d'anticiper quoi que ce soit. Au niveau de l'écran, donc là aussi pas photo, mais ça vraiment le M1 Pro s'impose dans toute catégorie confondue, hein, enfin, en tout cas sur cette gamme d'écran 14 pouces. Donc là, le format 4 tiers nous fait gagner vraiment de la hauteur. Et au niveau des bordures, hop là, le temps de l'allumer, s'il veut bien. Voilà, au niveau des bordures noires, là aussi, on est sur vraiment l'ordinateur quasiment le plus fin. Évidemment, je n'ai plus de batterie, mais c'est pas bien grave. On va être quasiment à ISO sur les bordures noires du côté et on va être quasiment à ISO sur les bordures noires du haut. Mais ça, pourquoi? Parce que cet ordinateur a pris le pari tout simplement de cacher sa webcam dans le clavier, donc qui permettait d'éviter d'avoir la webcam directement sur l'écran, donc ce qui nous permettait de faire gagner clairement beaucoup de place. Maintenant, pour l'avoir utilisé, et j'ai une vidéo qui en parle très très bien, cette webcam était totalement inutilisable. Avec l'angle, en fait, le fait que ça venait par le bas, ça vous donnait une image complètement dégueulasse avec un double ou triple menton selon chez qui vous avez mangé la veille. Donc voilà, c'était un pari réussi pour regagner de la surface d'écran. Moi, la webcam, je m'en sers quasiment jamais, donc honnêtement, c'était parfait. Surtout que c'est un gage de sécurité. C'est-à-dire que pour les personnes, et à juste titre, qui ont un petit peu peur de se faire voir par des hackers ou autres, là, au moins, vous êtes sûr que même si votre webcam est piratée, la personne va juste voir l'intérieur du clavier. Donc ça, c'est quelque chose qui honnêtement me plaisait, parce qu'encore une fois, moi, la webcam, l'utilité est quasiment inexistante.
Donc voilà. Mac, à l'inverse, donc il a vraiment fait le pari d'intégrer ici, on va avoir du mal à le voir parce qu'elle est tellement bien intégrée, si vous voulez, mais en clair, voilà, ils ont fait le pari d'intégrer donc ici une encoche, et en fait, elle est tellement bien intégrée par rapport au menu des différentes applications. Par exemple, là, je suis sur Google Chrome, qu'en fait, vous allez jamais la remarquer. Vous allez la remarquer si, par exemple, vous allez sur le bureau. Donc là, voilà, on va mettre un fond blanc, et là, en effet, sur un fond blanc, on remarque qu'on a une encoche. Mais du coup, on a regagné, à part l'encoche, on a regagné des précieux centimètres de cadre noir. Donc ça nous permet d'avoir une image plus lumineuse et un écran vraiment plus gros. Alors cette encoche, ça a été beaucoup discuté, et honnêtement, pour l'avoir utilisée depuis quelques semaines, elle est tout simplement en fait invisible. Peu importe l'application que vous allez utiliser, que ce soit ici, il a du code, donc moi je reste un développeur informatique, que ce soit du code ou peu importe, Chrome, Photoshop ou n'importe quoi, c'est quelque chose que vous n'allez jamais voir. Quand vous allez regarder de la vidéo qui va être principalement être 16 neuvième, en fait, votre film va s'arrêter ici, on va dire, et donc le bord noir du film, dans tous les cas, va cacher à nouveau l'encoche. Donc cette encoche est une excellente idée de la part de Mac, hein, d'Apple, donc ça, rien à dire là-dessus, et elle n'est vraiment absolument pas du tout dérangeante ou même visible au quotidien. Au niveau de la qualité, moi, on m'annonce du 1080p pour l'avoir testé, que ce soit cette ancienne, mais même sur le Lenovo, encore une fois, qui est un ordinateur très haut de gamme, on est incapable d'avoir vraiment des webcams de qualité sur un ordinateur portable. Honnêtement, j'ai encore toujours du mal à croire pourquoi ils s'embêtent à les mettre, plutôt que d'aller fournir simplement un petit dongle à 15-20 euros qui permettrait de la brancher quand on veut. Parce que moi, vraiment, une webcam sur un ordinateur, ça n'a très très peu d'intérêt pour le peu qu'on s'en sert de manière générale. Et en plus, si on veut de la qualité, on va forcément partir sur une webcam USB qui, à 25-30 euros, va nous offrir de la vraie webcam, de la vraie HD, pardon, et de la vraie qualité. Surtout que là, on ne peut pas la cacher, on va dire, on peut pas cacher le trou. Donc, si jamais voilà, on a une crainte d'être hacké ou autre, ça va être compliqué de faire un montage propre pour simplement mettre un bout de sparadrap ou autre. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est mon ressenti personnel sur les webcams, sur les ordinateurs. Ça reste encore une fois l'encoche une très très bonne idée, en tout cas, de gagner de la place. Au niveau des performances, je ne vais pas vraiment m'amuser à lancer des benches parce que l'utilité est assez restreinte. Je pense que vous allez en trouver beaucoup sur Internet et toujours tout va dépendre de votre utilisation. Je suis pour ma part, donc comme je vous l'ai indiqué, développeur, donc je vais travailler principalement avec des outils notamment qui s'appellent Docker, ce genre de choses. Donc le MA Pro se voulait être vraiment le référent dans ces technologies-là en proposant ce qu'on appelle des builds, voilà, ce genre de temps de développement, de temps de build beaucoup plus optimisé qu'ailleurs. Honnêtement, pour ma part, après encore une fois quelques semaines, je peux pas dire que je sois absolument ébloui. Donc là, on est sur la main pro de base à 2249 euros. Je peux vraiment pas dire que je sois ébloui par les performances. Donc par rapport à cet ancien ordinateur que j'utilisais, qui était, alors je l'avais mis sur Linux juste pour mon travail, mais j'ai gagné tout au plus quelques minutes sur des builds qui prenaient une dizaine ou une quinzaine de minutes, et j'ai peut-être gagné une minute 30, voire 2 minutes. Ce qui n'est encore une fois pas négligeable tout au long de la journée, mais qui pour moi reste un petit peu décevant. Donc malgré tout, c'est un ordinateur qui vraiment au quotidien, si vous venez d'un Linux ou d'un Windows, qui est vraiment super agréable au quotidien. Donc moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'adapter au niveau des raccourcis, de à quel point le touchpad peut vous permettre de faire tout un tas de choses, comme afficher les bureaux, enfin voilà. Il y a énormément de choses qu'il va falloir prendre en main si vous venez de l'univers Windows ou Linux, mais après quelques semaines, vraiment, j'adore l'utilisation et le confort qu'il offre. Le poids ne me dérange plus du tout, parce qu'il va rester principalement sur une table, il va rester principalement pourquoi pas sur mes genoux, mais voilà, le fait qu'ensuite il ne chauffe pas et qu'il ne fasse quasiment aucun bruit. Alors honnêtement, ça c'est plus trop un argument que je peux entendre parce que c'était le cas déjà de celui-ci, c'est vraiment le cas de la plupart des ordinateurs du marché du moment, même les ordinateurs à 1500 euros, honnêtement, j'en connais plus vraiment qui chauffent à outrance. Donc ça, voilà, c'est un argument que j'entends, mais on ne peut pas me dire que commercialement parlant, ce soit un exploit de la part d'Apple d'avoir un ordinateur qui chauffe très peu. Par contre, le gros point fort, et ça je ne m'y attendais vraiment pas, ce sont les enceintes. Donc on retrouve ici sur le côté deux enceintes qui offrent un son absolument délirant de ce côté-là. On est vraiment sur une mini enceinte de poche qu'on va vraiment pouvoir, voilà, si je mets rapidement, voilà, on va avoir de la basse, on va avoir de la profondeur, vraiment de médium, d'aigu, etc. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ni sur celui-ci. Bon, forcément, on était sur 1400 euros, mais ni sur le X1 Carbone, qui, voilà, on va dire par taille et par obligation nomade, n'a forcément pas mis les mêmes enceintes qu'on peut retrouver sur ce Mac. Donc ces enceintes, je pense qu'elles ont du coup occupé un petit peu de place sur le poids et sur la hauteur, largeur massive de ce MacBook Pro. Maintenant, c'était un bon choix parce que voilà, on est sur un modèle 14 pouces, même si finalement en termes de dimension, il est plus petit que le modèle 13 pouces précédemment, il est plus lourd, mais en tout cas, voilà, il faut savoir ce qu'on veut.
Et pour ma part, c'est un ordinateur qui, même étant clairement nomade, attention, on est sur un 1,6 kg, c'est largement portable et c'est largement facilement à mettre dans une sacoche ou autre. Maintenant, on est sur un ordinateur qui va être beaucoup moins orienté, vraiment pur nomade, etc., comme d'une part le X1 Carbone ou vraiment des modèles 13 pouces. Et encore une fois, voilà, après, une fois posé sur une table, il fait un travail absolument déconcertant. Ce qui me plaît beaucoup, par contre, ça, ce que j'avais pas forcément sur l'ancien, c'est que même sur batterie, on va retrouver vraiment les mêmes performances qu'on peut retrouver avec batterie. C'est vrai que celui-ci, que ce soit sur Windows ou Linux, une fois que vous changez la batterie, enfin une fois que vous débranchez le câble secteur pour être sur batterie, les performances s'écroulaient. Même en réglant ce que vous voulez, etc., la carte vidéo se désactiver, etc. Là, honnêtement, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt fort, où même sur batterie, j'arrive à faire des builds assez impressionnants sur Docker ou d'autres choses techniques, et on perd quasiment pas de qualité. En parlant de la batterie, alors ça, j'ai du mal encore à bien me faire une idée, parce qu'évidemment, ils ne vont pas mettre le temps restant de la batterie à chaque fois, ils vont mettre un pourcentage qui fluctue aléatoirement un petit peu, en toute honnêteté. Est-ce que vous dire que ça tient 9 heures? Non. Moi, je suis incapable de dire que ça tient 9 heures, parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que ça tient 7 heures sans trop broncher? Là, oui. Honnêtement, pour une utilisation, vous allez travailler, vous allez utiliser de la musique, vous n'allez pas être en luminosité complète, vous allez tenir 7 heures sans trop de soucis. Donc voilà, en conclusion, vraiment, ça reste un ordinateur clairement adapté, notamment pour des développeurs ou des personnes qui font de la vidéo, de la photo, etc. Parce que le confort d'utilisation, la puissance font que c'est vraiment une référence, rien à dire. La taille d'écran 4/3, moi, me plaît énormément. Attention, voilà, sur le côté nomade, le côté massif, qui peut un petit peu surprendre au début, mais une fois que vous l'avez bien en main, honnêtement, c'est beaucoup moins dérangeant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et merci d'avoir regardé la vidéo.